Salam alaikum tout le monde. Dans ce podcast, je parle à la rencontre de musulmans et musulmanes qui sont des acteurs positifs de changement afin d'apprendre de leurs expériences et inspirer la prochaine génération de Muslim Makers. Tout le monde me disait, même ma famille, «Mais c'est bon, tu as fait, je sais pas combien d'années d'études, continue dans ça même si, tu es pas, épanoui». Et moi, je disais: «Ben non, je suis désolée, pour moi, c'est pas comme ça que je vois le travail. J'ai envie de faire quelque chose où je pense que ça apporte de la valeur». Et donc voilà, j'ai décidé de me réorienter et j'ai tenu bon. Dans cet épisode, j'ai le plaisir d'accueillir Fadia Salmi, une data scientist chez Capgemini. Après de longues études dans le domaine de l'astrophysique, Fadia décide de se réorienter en data science. Au cours de notre échange, Fadia nous parle de son parcours, de ses passages à Cambridge et en Corée du Sud, et des motivations qui l'ont poussée à se réorienter. La vie, est faite d'expériences. Je trouve que voilà, il faut arrêter d'essayer d'adhérer, à la voie, unique et trouver sa propre voie. Si tu aimes le podcast et que tu veux le rendre plus visible, n'hésite pas à le noter 5 étoiles sur ton application de podcast et à me laisser un commentaire positif. Bonne écoute. Salam alaikum wa rahmatullah, Fadia. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast chez Muslim Makers. Comment vas-tu? Bah, ça va, alhamdulillah, et j'espère que toi aussi. Et bah, merci à toi pour ton initiative et pour, ce beau projet. Et voilà, je t'encourage, fortement, dans ta démarche et j'espère qu'elle aura un fort impact. Merci beaucoup. Bah, écoute, Fadia, pour commencer, je te propose de te présenter, d'en dire un maximum sur toi en une trentaine de secondes. OK, alors, ben, je m'appelle, Fadia Salmi, je suis actuellement, data scientist à Capgemini, et avant cela, ben, je faisais complètement autre chose, je faisais de l'astrophysique, voilà, donc j'ai fait une réorientation et voilà. Très bien, super. Tu es à Paris, Oui, en région parisienne. région parisienne. Ok, cool. Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu fais chez Capgemini? Alors, je fais de la data science. Je travaille, sur différents projets qui sont reliés, à, l'écologie ou à la santé, à l'énergie. Donc, la data science, c'est quoi? C'est, faire parler la donnée, essayer de prédire des choses en fonction, des données passées. Du coup, je travaille, voilà, sur ce genre de choses. Chez Capgemini, comment ça fonctionne? C'est une boîte de consulting qui travaille pour plusieurs clients et chaque client a un Oui. projet. Oui, c'est comme ça. Après, vu la crise actuelle du coronavirus, du coup, ben, il n'y avait pas forcément beaucoup de missions. Mon poste à la base, c'est voilà, consultante en data science, mais voilà, vu qu'il n'y avait pas beaucoup de missions, j'étais sur des projets en interne, des projets plus R&D, Oui. qu'on développait justement pour pouvoir les vendre par la suite. On dit souvent que c'est assez difficile en France, enfin on le dit souvent, on le voit en fait tout simplement, que c'est très difficile en France pour les Maghrébins, les Noirs, tout ça, d'accéder à ces grosses entreprises assez prestigieuses. Est-ce que tu as trouvé ça difficile de ton côté? Alors moi, j'y ai accédé grâce à ma réorientation, Mhm. parce que j'ai fait une formation qui impliquait voilà, de continuer par la suite chez Capgemini. Donc voilà, j'ai été sélectionnée avec la formation. Après, par Mhm. rapport à mon aspect extérieur, parce que voilà, je porte le voile, ils avaient au contraire aucun problème et ça se passait très bien. Voilà, donc j'ai pas eu de soucis de ce côté-là. D'accord, bah, c'est cool. Tu as vu d'autres personnes qui portaient le voile chez eux ou bien même d'autres musulmans, tu en as croisé? Oui, il y en avait plusieurs et puis dans différents secteurs Mhm. et, euh, et voilà, ça se passait bien. J'ai pas entendu parler voilà, de problèmes de ce genre-là. Mhm. Voilà, je me sentais vraiment à l'aise par rapport à ça. Mm. D'accord, super. Donc, je dit plutôt que tu t'es réorienté avant que tu faisais de l'astrophysique. Oui. Qu'est-ce qui t'a amené à te réorienter vers ce domaine qui est la data science?
Alors, l'astrophysique, pour moi, c'était mon coup de cœur. J'étais fascinée, voilà, par les étoiles et je voulais comprendre, voilà, comment ça fonctionnait, comment expliquer, voilà, tout cet univers autour de nous grâce au processus physique. Du coup, voilà, j'avais beaucoup appris en astrophysique et quand j'ai commencé à faire de la recherche, en fin de compte, c'est pas ce que j'imaginais de la recherche, c'est pas ce que j'attendais. Et d'une part et d'autre part, j'avais un côté en fait, disons humain, qui voulait apporter une valeur ajoutée à la vie humaine. Et du coup, je me voyais pas faire ça toute ma vie. Je voulais trouver un travail où je puisse à la fois lier le côté intellectuel, mais aussi le côté à faire du bien. Et du D'accord. coup, c'est pour ça que je me suis réorientée dans la data science parce que Mhm. je voudrais travailler dans le domaine de la santé et Mhm. apporter voilà, des solutions et améliorer la vie humaine. C'est cool, c'est cool. Mais du coup, ouais, chez Capgemini, pour le moment, tu travailles pas dans le domaine de la santé. Oui, alors j'ai fait un projet dans le domaine de la santé, c'était sur le coronavirus à Capgemini, donc comme Super. je t'ai dit, c'était dans des projets en interne. Ouais. Et voilà, c'était top, j'ai beaucoup aimé. C'était sur la propagation du coronavirus Mhm. dans les écoles. Et oui, donc plus tard, j'aimerais travailler donc soit dans le domaine de la santé, soit dans le domaine de l'écologie. Voilà, des questions que je trouve vraiment importantes et auxquelles j'aimerais apporter ma part. D'accord. Du coup, moi, je trouve ça super intéressant de voir que tu as étudié de l'astrophysique quand même. Donc, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur ton parcours et ce qui t'a amené à étudier l'astrophysique. J'ai vu un peu dans ton CV, enfin, dans ton profil LinkedIn, que tu es passé par des lycées, des classes prépa assez prestigieuses et tout. Et je voulais savoir un peu comment s'est déroulé un peu ton enfance enfin, qu'est-ce qui a fait que tu t'es orienté dans le domaine de l'astrophysique et qu'est-ce qui a fait aussi que tu as pu intégrer des lycées, des prépas prestigieuses et avoir un très beau parcours scolaire. Merci. Euh, alors déjà, l'astrophysique en elle-même, voilà, comme j'avais dit, j'étais fascinée par les étoiles, surtout quand j'allais en Tunisie, quand j'étais petite et que je voyais le ciel, vraiment un très beau ciel étoilé le soir. Voilà, ça m'a toujours fascinée. Après, je m'étais pas décidée depuis toute petite que j'allais faire de l'astrophysique. Voilà, je sais même pas que ça. Enfin, si, je savais que ça existait, mais voilà, c'était juste une fascination. Après, par rapport à, c'est venu petit à petit. Mon parcours, j'étais dans un collège en zone ZEP dans le 19e à Paris. Après, j'ai eu la chance vraiment euh, en fait, ils nous ont vraiment pris en main, c'est-à-dire ils ont mis les bons éléments dans la même classe et on avait vraiment une bonne ambiance de travail. L'équipe pédagogique, elle était vraiment au top avec nous. Ils nous faisaient faire plein d'activités. Les cours qu'on avait, vraiment, c'était génial. On apprenait beaucoup. Et du coup, donc j'avais voilà un certain bagage. Et ah oui, et il y avait aussi le fait que on avait la possibilité de faire 2 LV1 dans ce collège-là. Donc moi, je Wow, faisais ouais, anglais-arabe. ouais, Et la prof d'arabe, franchement, vraiment nous encadrer, c'était plus qu'une prof d'arabe, voilà, pour nous. Et en fait, mon père, quand c'était voilà, l'arrivée du choix du lycée, il m'a dit, il faut que tu ailles dans un lycée voilà, qui fasse arabe. Et il n'y en avait pas beaucoup, en fait, à Paris. Et moi, je voulais aller à Balzac avec mes copines. Et en fait, il me fait, bah non, tu vas aller à Lulgrand, c'est tout. Pas de mhm, Balzac. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivée à Lulgrand
au lycée. C'était pas du tout mon choix. D'ailleurs, ça a été un peu difficile pour moi, voilà, d'accepter, de pas aller avec mes copines. Et puis j'avais aussi, beaucoup de préjugés parce que j'ai quand même, grandi dans une sorte de cocon dans notre quartier où tout le monde se connaissait depuis petit et donc là, j'arrivais dans un milieu où voilà, il fallait apprendre à connaître les gens et puis, c'était pas forcément, voilà, les mêmes nationalités, voilà, qu'on retrouvait donc j'avais beaucoup d'a priori et aussi, au collège, bon, je travaillais pas beaucoup et j'avais des bonnes notes, mais là, c'était complètement différent. Il fallait vraiment travailler. Donc, c'était un peu difficile pour moi, première année. Et en fin de Mhm. compte, Mais ton père connaissait bien, ton père enfin, savait que c'était un grand lycée alors, et il voulait vraiment t'envoyer oui. là-bas ou c'était sur un concours de circonstances vraiment? Mon père, il avait entendu parler de ce lycée parce que j'avais un de mes cousins, voilà, du bled qui était allé en prépa là-bas. Mhm. Mais sinon, mon père, il était jamais allé à l'école et voilà quoi. Donc, il connaissait pas trop, mais il avait juste entendu parler de ce lycée. Voilà. Mhm. Donc, c'était resté dans sa tête et voilà. Donc, il m'a dit, tu vas à l'Ulgran. Oui, après, il a fallu faire un dossier, voilà, pour qu'il m'accepte. Voilà, faire une sorte de lettre de motivation et faire un dossier avec mes notes, etc. Voilà, donc j'avais été Mhm. acceptée et puis en fin de compte, j'ai adoré. Franchement, je pense, les plus belles années de ma vie. J'ai déjà, d'une part, j'ai appris à vraiment travailler. Voilà. Et d'autre part, j'ai rencontré des gens de partout et des gens qui étaient très ouverts et ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Et Ouais, voilà, j'ai l'impression que ça a été vraiment un tournant en fait dans ma vie d'être allée dans ce lycée. d'accord. Donc je remercie mon père voilà pour ça et Allah yarhamou, qu'Allah le récompense. Amen. Euh, et du coup, ben, après, à la fin du lycée, bon, je savais que je voulais faire de la physique, des maths, mais je savais pas voilà, qu'est-ce que j'allais faire plus tard. Donc, naturellement, j'ai fait prépa comme tout le monde au lycée Charlemagne. Il fallait avoir un bon dossier du coup, c'est-à-dire que vraiment tu t'es bien débrouillé chez Louis le Grand pour avoir un dossier suffisant pour rentrer en prépa. Ben, oui, de manière Ou- générale, on était acceptés dans des bonnes prépas. Euh, Parce que si tu avais été au lycée, enfin je le connais pas le lycée Balzac, hein, mais j'imagine qu'il est moins ouais, prestigieux. Et j'imagine que oui. l'essentiel des personnes là-bas ne vont pas au lycée, enfin en prépa au lycée Charlemagne ou dans une autre prépa. Oui, oui, Donc, peut-être, ouais, oui. du coup, peut-être que c'est vraiment l'entourage, enfin, le fait que tout le monde visait ces prépas qui ont fait que naturellement tu as Oui, rejoint ces ouais. écoles. Ouais. Oui, franchement, c'est vraiment ça. Déjà, la plupart des gens, enfin tous, à l'Ulgran, soit ils faisaient ben, prépa, soit ils faisaient ben, médecine ou droit. Du coup, on était tous acceptés ben, dans des prépas. Après mes profs, ils m'avaient poussé aussi à demander voilà, une bonne prépa. Parce que voilà, en physique, en maths, ça va, j'avais des bonnes notes, alhamdoulilah. Mhm. Et du coup, voilà, je me suis retrouvée à Charlemagne. Après, je savais pas encore ce que je voulais faire, donc je suivais les cours. Je savais juste que voilà, j'aimais beaucoup en apprendre plus en physique et en maths, beaucoup moins en chimie, mais voilà, je savais pas encore. Et au fur et à mesure, c'est là où j'ai compris que j'étais pas enfin, j'avais plus un profil où j'aimais apprendre les choses en profondeur. J'étais plus attirée par ce qui était théorie. Et donc, Recherche. voilà, mon prof de physique, donc en deuxième année de prépa, c'est lui qui m'a conseillé justement d'aller plus vers le côté
théorique, d'aller à la fac et voilà, de suivre un cursus recherche. Mhm. Parce que, voilà, je te donne un exemple. Lorsqu'on avait des TIPE, donc tu vois, les prépas, c'est pour entrer dans les grandes écoles d'ingénieurs qui, voilà, le côté assez pratique. Et moi, ben, les TIPE, c'était ben, les aurores boréales, la Ouais. couleur bleue du ciel. Voilà, donc ça n'avait rien à voir avec les écoles d'ingénieurs. Et voilà. Donc, et puis je m'en fichais, je lui disais, mais moi ça m'intéresse pas de faire un truc sur voilà, comment fonctionne une colle ou une chaise, comment on confectionne une chaise, quoi. Donc, et voilà, et puis je le remercierai aussi toute ma vie, ce prof, mon meilleur prof de physique, voilà. Mhm. Et du coup, je suis allée en magistère de physique fondamentale à Orsay. Mhm. Et Magistère, donc, c'est le dans ce master 1 magistère, de maintenant. non, alors du coup, après la prépa, c'est donc la licence, Oui, troisième année. oui, Après, c'est master 1, master 2. C'est juste que par rapport en fait à une licence master normale, il y a des autres trucs en plus. Voilà, donc il y avait plus de d'accord, coûts. Déjà, dans notre promo, la plupart, ils venaient de prépa en fait. d'accord. Voilà. Et Ok. donc là, ben, bah, partie de plaisir d'avoir que des cours de physique dans tous les sens, beaucoup de physique théorique, voilà, de physique des particules, de l'astrophysique, de la mécanique quantique, de la relativité générale. Mhm. Voilà, c'était vraiment, c'est ce que je voulais. C'est ce que je voulais. Donc, j'ai adoré, j'ai beaucoup, beaucoup appris. Oui, Et donc là, bah, naturellement, je me suis dirigée vers l'astrophysique parce que j'ai oui. gardé ce petit côté, voilà, Étoile. fascination des étoiles. Et donc, voilà, ça s'est vraiment Ça fait rêver un peu euh, l'astrophysique, ouais. concrétisé. C'est un métier vraiment qui fait rêver, regarder les étoiles. Ouais, ça fait, oui, je suis d'accord. Ça fait rêver et bah, c'est le monde en fait qui nous entoure et du coup on veut en apprendre plus sur comment ça arrive à là, comment ça fonctionne euh, et euh, et voilà, et pourquoi c'est toutes ces belles choses voilà, autour de nous. Donc pour moi, oui, c'était une fascination en tant que scientifique parce que moi, j'adorais la physique. Pour moi, la physique, c'est la manière en fait de comprendre le monde. Les forces, bah, pour moi, c'est les messagers. C'est eux voilà, qui nous transmettent l'information sur comment en fait fonctionnent les choses. Et du coup ben là, je voulais justement comprendre comment fonctionne tout cet univers autour de nous, que ça soit de la particule, voilà, la plus petite à l'univers comme un tout, Oui. en passant par les étoiles, les planètes, les trous noirs, les galaxies, et voilà. Et aussi, un truc qui est assez marrant, c'est que quand j'étais au collège, je voulais faire de l'archéologie. Et après, bon, au cours des années, voilà, c'est passé. Mais en fin de compte, là, ce qu'on faisait en astrophysique, c'était un peu de l'archéologie parce qu'on étudiait ben, l'histoire de l'univers, le passé, parce que ce qu'on regarde des étoiles, la lumière qui nous provient des étoiles, c'est de la lumière passée. Oui. Et donc, c'est un peu voilà, de l'archéologie de l'univers. Les étoiles qu'on peut voir, qui sont les plus éloignées enfin, de la Terre, Ouais. ils sont, c'est en termes À de à temps. l'œil nu, Ouais. à Ouais. l'œil nu, c'est à peu près une dizaine d'années. La plus proche, elle est à peu près à 3,5 années-lumière. Donc la lumière la plus proche qui nous provient, elle a été émise 3 années en arrière. Donc, Et on nous, voit ça- l'étoile comme elle était il y a 3 ans et demi, en fait. c'est ça. Un truc de ouf. Ouais. Ouais. Et le plus loin, à l'œil nu, c'est 10 années.
Bien sûr, après, Mhm. avec les instruments, ça va beaucoup plus loin. Donc après, j'ai fait ma thèse au CEA sur le domaine, voilà, dans le domaine des galaxies, d'évolution des galaxies. Et là, les galaxies que j'étudiais, elles étaient 7 milliards d'années en arrière. Donc Waouh. c'était des galaxies qui, voilà, c'était le passé. Du coup, on revient un peu à ton parcours. Je vois que pendant ton parcours à l'université, tu as fait un passage à Cambridge. Oui, c'est ça. Je suis allée en stage C'était en Master 1 du coup. Mhm. Et, je suis allée en stage de 3 mois à Cambridge, dans l'Institut d'astrophysique de Cambridge. Et parce qu'ils nous poussaient justement à aller. On était obligé de faire un stage à l'étranger. Euh, Mhm. et du coup, moi, je savais que je voulais faire en astrophysique. Et j'avais trouvé ce stage-là. Je voulais justement aller en Angleterre, et soit Cambridge, soit Oxford. Et du coup, voilà, c'était Cambridge, et j'ai adoré. Ouais. J'ai adoré parce que c'était vraiment une ville étudiante. J'en garde un très bon souvenir. Les associations d'étudiants là-bas, super bien organisées. Au début, je connaissais pas trop, je me sentais un peu seule, mais après, ils m'ont complètement intégrée, et il y avait des activités tout le temps. Et c'était vraiment, j'en garde un super souvenir. Après, le stage que j'avais fait, c'était sur les planètes. C'était détection des planètes qui tournent autour de certaines étoiles qu'on appelle des naines brunes, Ouais. et pour justement détecter des exoplanètes, et voilà, explorer les planètes de notre galaxie, et en fin de compte comprendre comment se créent les systèmes stellaires. Mhm. Et du coup, oui, c'était intéressant. Après, c'était pas le domaine. Disons qu'après le stage, je me suis dit, bon, je vais pas faire une thèse sur ça. C'était c'était intéressant, mais ça m'intéressait pas plus que voilà, les galaxies et les étoiles. Ouais. Voilà. D'accord. Du coup, après, ensuite, tu as continué avec tes études. Tu es même allé jusqu'à faire un PhD, donc un doctorat. Oui, c'est ça, c'est que si je voulais travailler dans l'astrophysique, dans tous les cas, c'était de la recherche. Donc, il fallait que je Ouais. fasse un master recherche, et par la suite un doctorat. Après, donc moi, à cette époque-là, voilà, je voulais continuer dans ça. Et j'ai fait donc un doctorat dans le domaine de l'évolution des galaxies, pour essayer de comprendre comment est-ce qu'elles évoluaient. Et on essayait de relier ces activités-là à leur morphologie. Et l'activité, comment on comprend ça? C'est en termes de formation d'étoiles, de nouvelles étoiles. Combien de Mhm. nouvelles étoiles elles forment par an, par exemple? Est-ce qu'elles ont un trou noir ou pas? Un trou noir supermassif au centre de la galaxie? Est-ce qu'il est actif? Voilà, ce genre de choses. J'ai même l'impression que tu as trouvé ça tellement intéressant que tu as continué avec un postdoc ensuite. Oui. Oui, du coup, c'est la suite logique. Le postdoc, c'est d'autres sujets de recherche qu'on peut effectuer après un doctorat. C'est un CDD. C'est un CDD en Ouais, fait. C'est-à-dire que on n'est pas recruté directement en tant que chercheur. ouais, Donc du coup, il faut avoir quelques expériences. Et en France, généralement, après le doctorat, ils demandent à ce qu'on fasse des expériences à l'étranger. Donc d'accord. ces CDD, on les appelle des post-docs. Voilà. Et du coup, moi, je suis allée en Corée du Sud, Trop bien. c'était pareil dans le domaine de l'évolution des galaxies. Oui, la Corée du Sud, j'ai adoré, super dépaysant. Ça m'a vraiment. J'avais l'impression d'être sur une autre planète. Sans jeu de mots. de
C'était vraiment apaisant en fait d'être dans une société où déjà on se sent en sécurité. Je pense que c'est l'un des points forts en Ouais. tant que femme surtout. Vraiment, je me sentais en sécurité et quand je sortais, je me sentais plus légère. Vraiment, je ressentais une certaine légèreté. Et, euh, et puis découvrir en fait un mode de vie complètement différent, nos civilisations. C'était très cultivant, vraiment. Ça m'a changé. Bah, comme toute expérience, ça change, mais disons que là, ça m'a vraiment bien changé. Mm. Et puis le côté aussi travail, ils ont un autre mode voilà, pour eux, la vie, c'est le travail. Bon, Oui. en France, c'est pas du tout, c'est pas du tout comme ça, mais vraiment, j'en ai beaucoup appris. Mon chef était super, l'équipe aussi. Voilà, donc c'était une belle expérience. Ils sont comment les Coréens? C'est comment la vie en Corée? Les Coréens, ils sont très polis. Vraiment, c'est un peuple très civilisé. Et ça, j'aimais beaucoup. J'aimais beaucoup parce que on se sent vraiment à l'aise. Voilà, on se sent pas pointé du doigt parce qu'on est différent. Disons que voilà, il y avait des avantages en tant que musulman, c'est que je vivais tranquillement déjà, même par rapport à mon voile ou par rapport à Oui. ma prière, petit par rapport à ça. Après, il y a aucune société n'est parfaite, quoi. Donc il y avait ce côté individualiste qui me dérangeait un peu. Et Mm. à la fin, j'étais presque, ah, je veux retourner en France, même si je sais qu'il y a des racistes, je m'en fiche, mais au moins la personne, elle te voit, quoi. Je sais Oui. pas si tu comprends ce que je veux dire, c'est que Oui, oui, au euh, moins tu as une vie, enfin, la vie sociale, c'est beaucoup plus compliqué à avoir dans ce genre de société si t'es c'est ça, c'est que c'est très difficile de créer ce lien social. Oui, ça, je suis d'accord avec toi. ouais. Mais du coup, tu as pu t'intégrer avec des associations, enfin, je sais pas, avec peut-être les associations Oui. musulmanes du coin, ce genre de choses. Oui, bah déjà il y avait mes collègues qui étaient vraiment adorables. Vraiment on passait beaucoup de temps ensemble. En plus, j'avais des associations à la mosquée auxquelles je participais, donc pour faire de l'humanitaire ou voilà pour donner des cours d'arabe ou de tajwid. Et Oui, c'était vachement bien. J'ai beaucoup aimé parce que il y avait des musulmans qui provenaient de différentes contrées qu'on voit pas forcément en France. Et c'était marrant. Vraiment, c'était marrant de... tu t'es présenté là-bas et tu dis, ouais, j'aimerais bien aider. Est-ce que je peux faire quelque chose pour aider? C'est ça. Ouais, c'est ça. Je me dis, bon, j'essaie à chaque fois de faire ça quand je vais à l'étranger, c'est d'aller à la mosquée et de voir ce qui est fait et ce qui pourrait être fait voilà, plus tard et dans quoi je pourrais aider. Du coup, On dit, voilà, ok. comme ils avaient déjà des associations. Non, j'ai dû demander plusieurs fois. C'était pas OK directement parce que voilà, il fallait trouver la bonne personne à qui demander parce que voilà, la mosquée aussi en Corée, il y avait différentes associations dedans et voilà, il y avait aussi des tensions, bah, comme les mosquées en France, quoi, voilà, comme un peu partout dans le monde. Et du coup, moi, je n'avais pas demandé à la bonne association au départ. Mm. Ouais. Et du coup, une des expériences moi, que je pense qui est intéressante à l'étranger, c'est le ramadan. Comment c'était le ramadan en Corée? Bah, c'était super. C'était vraiment super parce que en fait, j'habitais dans le campus et j'étais à 5 minutes du travail. Du coup, ben, je rentrais rapidement, je faisais à manger et je me mangeais. Et puis après, j'allais directement à la mosquée. Mhm. Et du coup, je passais voilà, mes soirées à la mosquée pour les prières et pour le dhikr et tout ça. Et c'était Bonne vraiment, ambiance. voilà, bonne ambiance.
bonne Mm. ambiance. Et comme il y avait la partie, ben, c'était très sécurisé et tout, même des fois, bah, je passais toute la nuit jusqu'au Fajr à la mosquée et voilà, j'avais pas d'appréhension après sur comment je vais rentrer, est-ce que Ouais, voilà, ça va pas être dangereux ou ouais. c'est un peu Donc pareil à vraiment, Singapour. c'était super. Ah oui, ouais, j'imagine en Asie. En Asie, ouais, il y a il y a plusieurs villes comme ça qui sont. Ouais, je pense que Tokyo, Séoul et Singapour, c'est un peu Ouais, similaire dans le sens où c'est très sécurisé et que c'est vraiment une bénédiction en ce sens-là de pouvoir se déplacer, que ce soit pour les hommes, mais surtout pour les femmes, ou même ceux qui ont des enfants. Elles me le disent souvent, ça n'arrive jamais en fait, les crimes, c'est très rare, c'est pas quelque chose. ouais, Alors qu'en ouais, ouais, France, tu lâches ton enfant, tu le perds 5 minutes, tu t'imagines tout de suite le pire. ouais, Je sais pas si tu ouais, je peux suis arriver. d'accord. Mm. Je suis d'accord. C'est le fait d'être en confiance. Vraiment, c'est pas rien. On se sent beaucoup plus léger, en fait. Ça change la vie. Surtout en tant que femme. Surtout en Mm, tant que femme, j'imagine. Ouais. Tout à fait. Cool. Et mm. du coup, ça nous amène à ton choix à ce moment-là. Enfin, c'était ta dernière expérience avant ta reconversion, ton Ouais. postdoc en Corée. Et donc, c'est à ce moment-là que tu as décidé tu voulais pas vraiment continuer à faire de la recherche dans ce domaine. Oui, déjà, pendant ma thèse, je me posais des questions. Voilà, si je Mhm. continue ou pas. Mais après, je me suis dit, je vais faire une deuxième expérience, bah, en plus dans un environnement complètement différent, donc là, à l'autre bout du monde, et voir ce que ça donne. Et du coup, ben, effectivement, j'ai compris que à ce moment-là, en tout cas, je voulais pas continuer dans le monde de la recherche. Euh, Après, peut-être que plus tard, j'y reviendrai, j'en sais rien, mais j'avais un besoin de nourrir en fait cette partie en moi où j'aime aider l'autre. Et dans le côté astrophysique, j'avais l'impression que c'était plus une science où j'en apprenais beaucoup voilà, sur le monde, mais j'apportais pas grand-chose en fait en tant que valeur ajoutée Ouais, à la vie humaine. Et donc ouais. ça me dérangeait un peu. Du coup, C'était pas assez lié au réel. Ah oui, non, mais c'est complètement... en plus, moi, le domaine dans lequel j'étais, il a aucun impact vraiment sur la vie humaine, à part ceux voilà, s'intéressent à l'astrophysique et, euh, et que ça fait... C'est un domaine qui fait rêver. Mais à part ça, voilà, ça changera rien à la vie humaine. Et du coup j'avais ce besoin-là. Et donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter, d'autant plus que je me voyais pas non plus faire plusieurs années à l'étranger, par-ci, par-là, pour ensuite revenir en France et pas être sûre d'avoir un poste, parce que c'est assez bouché en fait. C'est assez Mhm. bouché. Voilà. Donc Ouais, on était plusieurs en fait à prendre cette décision en fait d'arrêter. Il y en a ouais. voilà qui étaient avec moi et qui continuent encore à faire des postdocs jusqu'à maintenant parce qu'ils n'ont pas encore de poste fixe. Et moi je me voyais pas faire ça voilà pendant longtemps. Euh, Mhm. voilà. Donc Donc ça se j'ai passe comme ça pour les doctorants. Pour avoir un poste ouais fixe, il faut accumuler des ouais. postdocs jusqu'à ce qu'il y ait une place qui se libère ou que. C'est ça, et Mhm. généralement, c'est des 10 ans d'expérience, donc segmentés par-ci par-là dans le monde, quoi. Ouais, Et c'est pas sûr d'avoir un poste après. Donc ouais, voilà, et puis avoir les bons contacts, etc., etc. Et donc, bon, moi, je me voyais pas faire ça. d'accord. Ok. Voilà, et donc du coup, bah, j'ai décidé de me réorienter. Et comme je faisais déjà de la programmation en Ouais, astrophysique, d'accord. parce que certes, je travaillais sur des images, mais voilà, mon travail, c'était de la programmation dans différents langages, beaucoup de statistiques. Et donc, je me suis dit, bah, autant continuer dans ce domaine-là, donc de la data, mais mettre ses compétences au profit de domaines que j'estimerais ayant une valeur ajoutée conséquente.
voilà, à la vie Hmm. humaine. Voilà. D'accord. Non, mais c'est tout à son honneur. Et du coup, comment tu as découvert ce domaine data science? Pourquoi tu as choisi ce domaine-là et pas un autre? Parce que bon, j'en entendais parler, voilà, comme tout le monde, que voilà, c'est un domaine qui est commencé à se développer énormément. Et je trouvais que, comme tu avais dit, le truc qui était intéressant, c'est que on peut l'appliquer sur différents domaines. Par exemple, même dans la santé, on peut appliquer différents algorithmes sur différentes choses. Et ça, je trouvais vraiment ça sympa parce que on est toujours à la découverte voilà, de nouveaux domaines, apporter voilà, des contributions dans différents Hmm. domaines. Je trouvais ça intéressant. Et puis j'avais le côté déjà programmation. Et donc Ouais. pour moi, c'était une continuité en fin de compte. Ouais, la passerelle était assez plus facile que d'autres choses. Cool. C'est ça. Donc là, maintenant, je te fais chez Capgemini. Mhm. Donc, on a fait un peu le tour de ton parcours, vraiment super intéressant. Merci. En général, les personnes je suis pas du tout d'accord avec ça, mais les gens disent souvent, pour les personnes qui changent de profil, qui bifurquent dans leurs études, ouais, mais tu as fait tout Mhm. ça pour rien, c'est du temps perdu, etc., etc. Mhm. T'en penses quoi, toi, de ça? Bah, je pense qu'il faut s'écouter soi-même et arrêter de donner de l'importance à ce que pensent les autres. Moi, je suis quelqu'un d'assez anti-conformiste et j'ai jamais voulu adhérer à des règles qu'on m'impose. Je préfère voilà, réfléchir par moi-même. Et si moi, je pensais que c'était la meilleure chose à faire pour moi à ce moment-là, euh, c'était la meilleure chose, quel que soit ce que disent les gens. Après, le fait que j'ai passé plusieurs années sur l'astrophysique, c'est pas une perte. Au contraire, je regretterai jamais. Et si je devais le refaire, je referais pareil parce que j'avais cette soif d'apprendre en astrophysique qu'il fallait justement combler. Et Oui, en plus de ça, ça m'a bien formé et forgé. Ça m'a donné une sorte de méthodologie de travail que j'utilise, que ce soit dans mon travail ou même dans différents projets voilà, même personnels. Et voilà, au contraire, la vie est faite d'expériences. Je trouve que voilà, il faut arrêter d'essayer d'adhérer à la voie unique et oui. trouver sa propre voie. Oui, Voilà. la pression d'avoir un parcours qui fait sens, où chaque expérience dépend de celle d'avant, où on voit vraiment l'évolution naturelle. Ça, c'est vrai que c'est C'est assez, ça, ça n'a aucun sens en fait. On peut très bien, si du jour au lendemain, le mec veut devenir artisan, ben, s'il veut devenir artisan, il fait ce qu'il veut. Enfin, c'est s'il ça. veut revenir à data science, voilà, il peut très bien changer de carrière au plein milieu et personne n'a le droit de Voilà. critiquer ou de dire quoi que ce soit. Et en plus, moi, l'astrophysique, là, bon, je fais pas de recherche, mais je garde le côté où je veux partager ce savoir parce que voilà, ça fait rêver et moi, j'adore voilà, j'adore parler de ça. Donc, j'ai déjà fait voilà, des conférences dans ma ville et je compte continuer, faire des groupes d'observation, etc. Et peut-être plus tard, je déciderai de revenir, je sais pas, on verra, hein. Qu'est-ce que tu penses que tu as fait de bien ou de pas bien dans ton parcours? Alors, avec le recul, je me dis Mm. que bah déjà, ce que j'ai fait de pas bien, c'est que euh, j'apprenais seulement quand j'étais motivée. Voilà, et en chimie, en prépa en particulier, j'aimais pas la chimie. Du coup, bon, j'apprenais pas la chimie. Et du coup, je regrette vraiment d'avoir eu ce genre d'attitude. Et je me dis, mais j'étais vraiment bête d'être comme ça. J'aurais dû justement
voilà, étudier même si ça m'intéressait pas, parce que le savoir c'est important et voilà, il faut se nourrir par ce savoir, même si à la base il ne nous intéresse pas. Je pense que j'aurais dû étudier ça parce que j'en aurais quand même tiré un certain profit. Mhm. Et voilà, donc ça avec le temps, voilà, j'ai changé voilà cet aspect de ma personnalité. Ouais. Donc je reste voilà plus ouverte. Et aussi une autre chose, j'ai pas vraiment un regret, mais je me dis ça m'aurait peut-être un peu facilité les choses. C'est que même si je voulais pas faire une école d'ingénieur, j'aurais Mhm. peut-être dû faire une école d'ingénieur parce que en France, c'est ce qui est valorisé. Oui. Voilà, si tu sors pas de telle ou telle école, bon bah voilà. Et j'aurais dû faire voilà une école d'ingénieur et puis par la suite faire une thèse en astrophysique. Parce que ça, je savais pas que c'était possible. Et j'ai su ça ben, quand je suis arrivée au labo et qu'il y en avait qui venaient de l'école d'ingénieur. Et voilà, bon, je me dis, ça aurait été plus facile pour moi de faire une réorientation avec le Ouais. diplôme d'ingénieur embauche. Mm. Ouais, c'est intéressant ça. C'est intéressant, effectivement. Euh, et les choses que tu as fait de bien dans ton parcours. J'aurais toujours pu faire mieux dans tout, mais en tout cas, j'estime avoir fait les bons choix, en tout cas concernant mon cursus et ma réorientation. Mhm. Et donc ça, je suis contente voilà, d'avoir de pas avoir baissé les bras et de pas avoir écouté ce qu'on me disait parce que voilà, tout le monde me disait, même ma famille, mais c'est bon, t'as fait je sais pas combien d'années d'études, continue dans ça, même si t'es pas épanoui. Et moi, Mhm. je disais, ben non, je suis désolée, pour moi, c'est pas comme ça que je vois le travail. J'ai envie de faire quelque chose où je pense que ça apporte de la valeur. Et Ouais. donc, voilà, j'ai décidé de me réorienter et j'ai tenu bon. Ça Et demande du courage. Et ça, voilà. c'est souvent, on trouve ça souvent dans les métiers. Je pense que les deux métiers où on retrouve ça le plus souvent, parce que j'ai entendu, c'est en médecine et Ouais, chez les avocats aussi. Parce que ouais, ça demande beaucoup d'années d'études, beaucoup de sacrifices. Il y en a beaucoup au ouais, bout de la septième année ou sixième année. Enfin, après plusieurs années, se rendent compte qu'en fait, ils n'aiment pas du tout. Mais vu qu'ils ouais, sont déjà lancés, ben, ils sont face à un dilemme. Est-ce que je me réoriente ou est-ce que je continue? Et ouais, oui, ça demande ouais. beaucoup de courage de dire j'ai mis du temps dessus, mais c'est pas grave, j'ai appris des choses. Mais j'ai aussi appris que c'est pas ça qui m'intéresse vraiment et que je vais m'orienter dans un autre secteur Ouais. d'activité. Ouais, je suis d'accord ouais, avec ça. Et du coup ben, je pense que c'est ce que j'ai fait de mieux, peut-être, dans mon parcours. Oui. Tu as parlé un peu de ton, quand tu étais en Corée, tu as participé, enfin, tu étais impliqué dans l'associatif pour aider Mhm. les personnes en arabe. Tu fais ça aussi à Paris? Ou bien tu as suivi des cours Mhm. ou ce genre de choses en parallèle? Euh, oui, en fait, j'ai suivi des cours dans un institut où voilà, j'avais différents cours de l'arabe, de l'histoire de l'islam, la jurisprudence, les cours voilà, sur le Coran, les hadiths, etc. Mhm. Et donc voilà, je trouvais que c'était important aussi d'avoir ce genre de savoir bah, en tant que musulmane parce que c'est ce qui nous définit en fin de compte. Mhm. Et du coup, je trouve que de manière générale, hein, que ça soit pas forcément en France, euh, il y a un manque, il y a un grand manque de ce côté-là. Et Ouais. je trouve que c'est dommage parce que ça nous apprend aussi beaucoup sur la manière de voir les choses, structurer aussi l'esprit, pas forcément voilà, dans le côté travail, mais aussi dans le côté religieux, Mhm. voilà, dans la vie de tous les jours. Et je trouve voilà, ça manque dans notre société. Ouais. C'était des cours, là, j'ai évoqué plusieurs choses. C'était dans le même cours ou c'était plusieurs cours différents? C'était, C'était plusieurs cours différents. On avait 9 heures par semaine et oh, c'était divisé en 6 modules sur 5 ans. d'accord. 9 heures par semaine.
Super. Pendant ton doctorat? Oui, donc c'était pendant donc la fin enfin pendant mes master 1, master 2 et mon doctorat. Ok, cool. C'est vraiment bien, ça, 9 heures avec à faire en parallèle de tes études. Euh, Oui, ouais. j'avais pas beaucoup de temps libre, c'est vrai. Bah, c'est ce qu'il faudrait à ce niveau-là. Enfin, c'est Mm. bien d'investir un minimum de temps pour la religion et mieux connaître sa foi, mieux connaître sa religion. Et c'était quoi comme Ouais. institut? Est-ce qu'il existe encore? Non, il n'existe plus. Il n'existe plus. Mais, c'est un institut enfin, il y en a plusieurs en région parisienne, en tout cas. D'accord. Bon. Ouais. Bah, écoute, je te Ouais. remercie beaucoup, Fadia. Est-ce que tu as un conseil lecture, documentaire, audio, podcast, Mm. quoi que ce soit que tu aimerais recommander? Euh, Beaucoup Vas-y, n'hésite pas. de lecture peut-être. En Ouais, tout cas, ceux qui s'intéresseraient à l'astrophysique, surtout dans le domaine des galaxies, je recommanderais les livres de Françoise Combe, qui a eu une médaille justement cette année du CNRS et qui était une de mes profs et qui est vraiment très pédagogue et très forte. Vraiment. mhm, Elle m'impressionne, cette dame. Et du coup, elle a fait des livres donc, dans le domaine des galaxies et je trouve qu'ils sont pour c'est ceux qui. vulgarisé? C'est Ou c'est... vulgarisé, mais pas trop non plus. D'accord. Donc voilà. Donc, pour ceux qui s'intéressent vraiment bien, je recommande ces livres à elle. Après, bon, il y en a d'autres, mais voilà, juste pour Mhm. mettre en avant voilà, le domaine des Astrophysique. galaxies. Mhm. Et puis en ce moment, j'aime bien les livres de Laurent Gounel. C'est du développement personnel, mais dans un style roman. Et je Ok. trouve ça assez sympa. Donc, tu C'est assez racontes une sympa histoire. et c'est ça, il raconte une histoire et puis il y a des enseignements au fil de l'histoire. Donc bon, c'est pas du bourrage de crâne, il faut faire comme ci, comme ça. Mais et c'est assez sympa, j'aime bien. Et en fin de compte, bah, j'en apprends sur moi-même. Et je trouvais, il y avait aussi un autre truc sympa, c'est que les enseignements qui en ressortent, je trouve que c'est des enseignements qui existaient en fait déjà voilà, à travers les enseignements du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et du coup, je me dis, mais enfin, nous, il faudrait vraiment qu'on fasse ce travail-là, suivre les enseignements du prophète, parce Oui. que en fin de compte, voilà, c'est du développement personnel aussi, même Mhm. si on se rendait pas compte. Et voilà. Et donc, pour finir, bah, bien sûr, la vie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, Ça va, parce ça que va. bah, surtout en ce moment, parce que en fin de compte, c'est le prophète qui nous a ramené, qui nous a montré en fait la voie à suivre, Mhm. et c'est grâce à sa vie voilà, qu'on peut apprendre sur comment se comporter, les la vision de la vie, etc. Et pour moi, après avoir lu la vie du prophète, ça, quels que soient les livres, Ça hein, va. parce qu'il y en a plein, Mhm. et ben, on peut pas, enfin, pour moi, voilà, l'islam, c'est le bon comportement. Du coup, Oui. après avoir. Et donc, je trouve ça, voilà, regrettable de voir certains musulmans voilà, qui se disent musulmans, mais pour qui le comportement ne suit pas. Oui. Mm. Il y a un des livres en particulier sur la vie du prophète que tu as trouvé plus prenant que d'autres, enfin mieux écrit. En fait, il y avait différents styles que j'aimais bien, en fait. Donc, il y a le livre de Étienne Dinet, que bah, c'est un peu romancé. Bah, c'est le premier livre de la vie du prophète que j'ai lu et j'étais adolescente et ça m'a vraiment marqué. Donc, c'est peut-être pour Ouais. ça. Mais il y en a d'autres comme le livre il y a le Nectar cacheté.
Ouais, il y a Oui, le c'est Nectar ça. cacheté et il y Mhm. a ceux de Mohamed Hamidullah qui a fait la première traduction du Coran en français Ouais. et vraiment qui est un chercheur du coup en islamologie et qui a fait vraiment des livres sur la vie du prophète qui étaient assez axés scientifiques. Voilà. Mhm. Donc c'était assez D'accord. intéressant aussi. Ok, cool. Bah, moi, si je te recommande, enfin, il y a Ouais. il y a un format audio. Là, je l'ai écouté aussi récemment. Ça m'a pris pas mal de temps pour le terminer, mais c'est vraiment, vraiment très intéressant sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, fait en anglais. Donc, je pense que, enfin, faut comprendre l'anglais, mais de ton côté, je pense que aucun souci. Ouais. De Yassir Qadhi. Je sais pas si tu connais Yassir Qadhi. Oui, oui. Yassir Qadhi qui a fait en audio toute la série du prophète. Il y a plus de 100 épisodes. Chaque épisode fait plus d'une heure. Donc, il y a vraiment, D'accord. vraiment beaucoup de contenu et c'est vraiment super intéressant. Moi, j'ai écouté ça sur les trajets. Enfin, ça m'a pris beaucoup de temps à le finir, mais vraiment, je te recommande. Et puis, ça change le fait d'apprendre, d'écouter l'histoire. C'est différent que de la lire. Et puis, Mhm. vu qu'il y a des questions-réponses à la fin à chaque fois des épisodes, les gens, parfois, les gens posent des questions intéressantes, etc. Donc, D'accord. je te recommande la biographie Mhm. audio ou aussi en vidéo de Yasser Qadhi. D'accord, ok. Mhm. Merci. Voilà. Mhm. Bah, écoute, Fadia, je te remercie beaucoup pour ton temps. Malgré le décalage horaire, je Merci sais à que toi. c'est encore c'était assez tôt quand on a commencé en Euh, France par rapport à Singapour. Et, euh, ok. et si on veut, si on Merci. peut te retrouver sur LinkedIn, si les gens veulent t'ajouter sur LinkedIn. Oui, Ouais, ok. donc Fadia Salmi. Mhm. Ouais, je mettrai en description, Inch'Allah. Du coup, merci Ouais. beaucoup, Fadia. Merci. Merci à toi. À bientôt, Inch'Allah. Salam alaikum. À bientôt, Inch'Allah. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, encore une fois, n'hésite surtout pas à le partager à ton entourage et aussi à mettre 5 étoiles sur iTunes si ce n'est pas déjà fait ou sur ton application de podcast. À dimanche prochain, Inch'Allah. Salam alaikum.